Même le jour de mes 10 ans, je n'ai reçu qu'un carnet bon marché, pendant que Léa recevait un vélo rose flambant neuf. Je me suis demandé, l'amour parental se mesure-t-il au prix des cadeaux? Camille Duret a grandi dans la banlieue tranquille de Roubaix, là où les maisons en briques rouges s'alignent proprement et où les voisins se saluent avec des sourires de façade. Mais derrière la porte du numéro 34, l'ambiance familiale était bien moins chaleureuse qu'elle n'y paraissait. Dès son plus jeune âge, Camille comprit ce que signifiait être reléguée au second plan. Sa sœur cadette, Léa, avec ses boucles blondes soyeuses et ses yeux bleu azur, était l'enfant adoré, l'enfant prodige. Camille, malgré ses bonnes notes, sa politesse exemplaire et son autonomie, n'était jamais assez aux yeux de ses parents. Chaque samedi matin, pendant que Léa allait à son cours de danse classique, accompagnée par leur mère, Camille restait à la maison, une serpillière à la main, ou devant l'évier. Aux anniversaires et à Noël, Léa recevait des cadeaux somptueux, alors que Camille héritait de fournitures scolaires ou d'un roman d'occasion. « Tu es la plus forte », disait sa mère quand Camille osait poser des questions. Léa a besoin d'encouragement pour s'épanouir. Mais Camille savait, ce n'était pas une stratégie éducative, c'était une préférence. Froide, injuste, ancrée. La seule qui voyait vraiment Camille, c'était sa grand-mère Margot. Chaque été, Camille était envoyée chez elle en Normandie, dans une petite maison en bois près des falaises. Là-bas, elle retrouvait une liberté oubliée. Personne ne la comparait, personne ne la jugeait. Il n'y avait que la mer, le vent salé, et les mots doux murmurés au crépuscule. « Tu es une lumière que certains ne savent pas encore voir. Ne les laisse jamais l'éteindre. » Peu à peu, Camille comprit que l'injustice ne se manifeste pas toujours dans les grands gestes, mais dans les répétitions silencieuses, les oublis quotidiens, les préférences masquées sous des sourires polis. Noël de ses 11 ans fut révélateur. Léa déballa un appareil photo numérique Canon flambant neuf. Pour immortaliser tes plus beaux souvenirs d'enfance, s'extasia leur mère. Camille, elle, ouvrit un petit paquet sans ruban, un kit de loisirs créatifs en promotion, accompagné d'un commentaire sec. Cela te correspond mieux, tu as toujours été manuel. À l'école, le déséquilibre se creusait encore. Lors de la foire scientifique, Camille décrocha la 3e place grâce à une maquette d'éolienne qu'elle avait construite, seule, avec passion. Ses parents arrivèrent en retard, l'embrassèrent à la va-vite, puis repartirent aussitôt. En revanche, pour le concert scolaire de Léa, toute la famille était installée au premier rang, 30 minutes avant le début, un bouquet de fleurs fraîches à la main. Camille ne pleura pas, plus maintenant. À la place, un silence intérieur lourd la gagnait, comme si elle n'était qu'un figurant dans le récit principal de la famille, une présence utile, mais jamais essentielle. Ce soir-là, assise seule dans sa chambre, elle observa la lumière jaune des réverbères percer à travers les vitres embuées. Elle sortit un petit mot plié, soigneusement conservé dans une boîte cachée sous son lit. C'était l'écriture tremblante de sa grand-mère Margot. « Tu es un trésor que les autres ne savent pas reconnaître. Mais souviens-toi, quelqu'un voit ta lumière, éclatante comme un soleil d'été. » Camille replia doucement le papier, le serra contre son cœur. Personne n'avait besoin de savoir combien cela faisait mal. Il suffisait qu'elle sache, un jour, elle serait impossible à ignorer. Lorsqu'elle entra en seconde, Camille choisit un chemin que peu auraient osé. Tandis que Léa bénéficiait de cours de piano privés et de trajets en voiture assurés par leurs parents, Camille postulait discrètement dans un petit café près de la gare de Roubaix. 3 soirs par semaine,
Elle y servait café allongé et croissants réchauffés, rentrant chez elle à minuit, épuisée, mais fière. Ses notes, pourtant, ne faiblirent jamais. Elle prenait ses cours comme on construirait un avenir, ligne par ligne, sans faille. Mademoiselle Delon, sa professeure d'économie, la convoqua un soir. « Camille, vous êtes en tête de classe. Vous avez pensé à postuler à l'école Grandvoie? Ils cherchent des profils comme le vôtre. » Camille faillit rire. Grandvoie, cette école de commerce parisienne que tout le monde rêvait d'intégrer, c'était de la science-fiction pour elle. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Vous avez le niveau ». Dès lors, sa vie devint une partition parfaitement rythmée. Cours le matin, travail le soir, révision la nuit. Le samedi, elle rejoignait le club de jeunes entrepreneurs. Le dimanche, elle peaufinait son projet pour le concours régional de business plan. Son idée, la boutique invisible, proposait une solution numérique pour moderniser les librairies rurales. Simple, pratique et gagnante. Elle remporta le premier prix. La photo de Camille, un sourire discret, pull élimé sur les épaules, trophée à la main, parut dans un journal local. À la maison, personne ne la commenta, mais une main l'avait découpée, plastifiée et scotchée sur le frigo, celle de Margot. Le jour où elle reçut la lettre d'admission à l'école Grandvoie, Camille resta assise des heures dans la cuisine, l'enveloppe serrée entre les doigts. Il n'y eut ni applaudissements, ni gâteau, seulement le tic-tac de l'horloge et le battement de son cœur. Pour la première fois, elle se regarda dans le miroir et murmura « Je l'ai fait, toute seule ». La lettre d'admission à l'école Grandvoie arriva un après-midi de juin, baignée d'une lumière dorée. Camille l'ouvrit du bout des doigts, le cœur battant comme un tambour de fête. Elle était acceptée. Le rêve parisien, celui réservé aux meilleurs, et elle en faisait partie. Ce soir-là, autour d'un rare dîner familial, Camille respira profondément avant de parler. « J'ai été admise à l'école Grandvoie. » Silence. Une inspiration à peine audible. Son père, Luc, leva les yeux de son téléphone l'espace d'une seconde. « Ah, félicitations !» Sa mère esquissa un sourire, puis se tourna vers Léa. « Ma chérie, demain on ira acheter une tenue pour ta présentation à Sciences Po, d'accord ?» Camille sentit un pincement, comme une gifle douce. Elle articula. « Il faudra aussi que je me prépare. Grandvoie, c'est très cher. » Le silence devint plus dense. Le père posa son téléphone, croisa les mains. « Il faut qu'on en parle sérieusement, » dit-il, toujours sans croiser son regard. « Depuis le début, on a économisé pour les études d'un seul enfant, et on sait depuis longtemps lequel. » Camille cligna des yeux. « Un seul ?» Sa mère posa une main sur son épaule, douce, mais tranchante. « Tu as toujours été autonome, Camille. Forte. Léa, elle, a besoin d'un vrai tremplin. Donc, je ne mérite pas cet investissement ?» demanda Camille, d'une voix fêlée. « Ce n'est pas ce qu'on dit, » coupa Luc. « Mais Léa a un parcours plus prévisible. Tu es brillante, oui, mais tes projets sont risqués. Avec Léa, on sait à quoi s'attendre. » Tout s'éclaira, ou plutôt, tout s'assombrit. Camille se leva sans finir son assiette. Elle venait de comprendre qu'elle ne serait jamais le choix évident. Plus tard, assise sur le rebord de la fenêtre, la lumière des réverbères dessinant des ombres sur son visage figé, elle écrivit dans son journal « Si la route qu'ils ont tracée ne m'inclut pas, je construirai la mienne, avec tout ce qu'il me reste de foi, de rage et de silence. » Cette nuit-là, Camille ne versa pas une larme. Aucun sanglot, aucun cri. Juste un silence dense, épais, qui lui fit comprendre une chose. Si elle attendait la validation de ses parents, elle passerait sa vie à frapper à une porte fermée. Le lendemain à l'aube, elle prit le train pour la Normandie. Margot l'attendait déjà sur le perron, 2 tasses de chocolat fumant à la main et une vieille écharpe tricotée autour du cou.
Elle ne posa aucune question. Elle ouvrit les bras, et Camille s'y blottit, laissant le silence dire ce que les mots ne savaient pas traduire. « Je vais à Paris, » dit Camille en regardant l'horizon. « Même si je dois emprunter chaque centime. » Margot hocha lentement la tête. « Tu n'as rien à leur prouver, mais si tu pars, fais-le comme une réponse vivante, qu'ils sachent à quel point ils se sont trompés. » De retour à Roubaix, Camille alla voir Madame Fontaine, son ancienne professeure de littérature, celle qui, un jour, avait qualifié sa dissertation de « symphonie silencieuse de résistance ». Après avoir écouté son récit, Madame Fontaine mobilisa tout son réseau. Centre d'aide aux étudiants, lettres de recommandation, mise en relation avec une association dédiée aux jeunes femmes précaires. Et ainsi commença la marche obstinée de Camille vers l'indépendance. Elle envoya plus de 20 dossiers de bourse, activa les prêts étudiants, chercha des petits boulots. Au bout de quelques semaines, elle décrocha 2 postes, serveuse matinale dans une boulangerie proche de Porte de Vincennes et opératrice de saisie le soir dans une petite agence d'assurance. Elle trouva un logement à Bagnolet, dans un immeuble défraîchi. Murs écaillés, tuyauterie capricieuse, 3 colocataires inconnus. Rien de confortable, mais c'était à elle. Le soir de son emménagement, Camille s'assit au milieu de ses valises élimées. Pas de mère pour l'aider à ranger, pas de père pour vérifier les serrures, seulement elle et une lettre d'admission précieusement pliée dans sa poche, et une voix intérieure, plus forte que la colère. Tu es ton propre point de départ. Paris n'avait rien de carte postale, du moins pas pour Camille. Chaque matin, elle se levait à 5 heures. Elle se faufilait dans l'appartement étroit de Bagnolet, évitant de réveiller ses 3 colocataires, tout aussi précaires qu'elle. Premier métro, direction Porte de Vincennes. À 6 heures, elle enfilait son tablier et lançait sa journée dans l'odeur de viennoiserie encore tiède. À 9 heures, elle courait, sandwich à la main, vers l'école Grandvoie, toujours la première en classe, et parfois la seule à piquer du nez, front contre le bureau, durant la pause déjeuner. Après les cours, elle rentrait, avalait des nouilles instantanées, puis reprenait son second travail. Saisie de données dans une petite agence d'assurance, jusqu'à 23 heures. Dormir était un luxe, lire ses cours, un combat. Respirer, parfois, une résistance. La 3e semaine, elle faillit s'évanouir en plein séminaire. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Le professeur Morel interrompit la séance, s'approcha. « Tout va bien, mademoiselle Duret ?» Elle hocha la tête. Mais sa vision se brouillait. Ce n'était pas la faiblesse, c'était l'épuisement. Personne ne savait qu'elle travaillait 30 heures par semaine, que ses déjeuners se résumaient à une barre de céréales et un robinet, qu'elle choisissait parfois entre payer sa facture d'électricité ou acheter un livre de cours. Et pourtant, elle dominait la promotion. Ses dissertations circulaient comme exemple. En classe, les regards changeaient. Camille n'était plus la fille discrète de province, mais une référence. Elle ne se vantait pas. Elle n'avait pas besoin. Mais à chaque pas qu'elle faisait dans le hall de Grandvoie, ses épaules se redressaient un peu plus. Pas par orgueil, par survie. Camille ne parlait jamais en classe pour impressionner. Elle parlait parce qu'elle avait quelque chose à dire. Et quand elle parlait, la salle entière retenait son souffle. Au 2e semestre, dans le cours de stratégie d'entreprise dirigé par le professeur Lemoine, elle s'imposa. Alors que la majorité des étudiants peinaient à comprendre la notion de gestion du risque, Camille présenta un exemple de sa propre vie. Comment planifier un budget incertain, gérer les imprévus, répartir ses ressources quand chaque euro et chaque minute comptent. Ce n'est pas une simulation, dit-elle d'une voix calme, c'est ma réalité quotidienne. Le silence fut total. Le professeur Lemoine, réputé pour son exigence, hocha lentement la tête. Il venait de voir quelque chose de rare. « Duret, dit-il après le cours, vous ne vous contentez pas d'appliquer la théorie. Vous l'incarnez, peu de jeunes en sont capables.
Dès lors, Camille devint incontournable. On parlait d'elle dans les réunions pédagogiques, on l'invitait à des groupes de travail, des projets pilotes. Sa discrétion n'était plus un effacement, mais une présence solide, respectée. Elle n'avait pas besoin d'occuper l'espace, sa rigueur le faisait pour elle. Mais malgré cette reconnaissance croissante, Camille restait fidèle à son rythme. Levée à l'aube, métro, boulangerie, grand voix, saisie de données, lecture nocturne. Elle n'avait pas oublié pourquoi elle était là. Et surtout, pour qui? Dans un monde où les grandes écoles résonnent souvent des noms d'enfants de ministres ou d'industriels, un autre nom commençait à circuler. Pas hérité, pas offert, gagné. Camille Duret. Camille rencontra Zoé, un soir de pluie, alors qu'elle peinait à hisser sa valise élimée jusqu'au 3e étage de l'immeuble à Bagnolet. Zoé, une crinière rousse indomptée, un pull taché d'encre, ouvrit la porte, l'observa une seconde, puis dit simplement « Tu aimes les lentilles ? J'en ai fait trop. » Ce fut tout. Pas de grande présentation, juste des gestes simples, une assiette de pâtes réchauffée, un mot griffonné sur la table. « Mange, ne fais pas semblant de ne pas avoir faim. » Et surtout, cette lumière toujours allumée dans la cuisine quand Camille rentrait, vidée, à 23 heures. Et cette présence silencieuse, qui attendait. Quand Camille étudiait jusqu'à l'épuisement, Zoé lui apportait un thé chaud, murmurait « 20 minutes de sieste, je surveille l'heure ». Elle était là pour relire un devoir, imprimer une page oubliée, rappeler une échéance. Pas pour sauver Camille, pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Un soir, alors que Camille écrivait emmitouflée dans un manteau trop fin, le chauffage ayant été coupé pour économie, Zoé entra, posa 2 billets sur la table. Musée dimanche, gratuit pour les étudiants. Tu as besoin d'air et de lumière. Camille sourit, fatiguée mais sincèrement. Elle ne disait pas souvent « merci », mais elle savait. Dans une ville aussi belle qu'impitoyable, ce qui l'avait empêché de tomber, ce n'était ni un diplôme, ni une bourse. C'était Zoé, une amie, une famille choisie, une encre invisible. L'idée germa un soir tard, alors que Camille tapait mécaniquement des données pour une PME rurale. Une fromagerie du Lozère peinait à mettre à jour son site. Le gérant, dépassé par le numérique, la remercia après qu'elle lui eut envoyé un tutoriel personnalisé. « Vous devriez faire de cette aide un vrai métier. On a besoin de gens comme vous. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle ouvrit son ordinateur, lança un document vierge et écrivit ces mots. « Agence Lueur, pour éclairer ceux qu'on oublie. » Pendant tout le semestre, entre les cours et ses jobs, elle bâtit un site sobre, des offres claires, gestion de réseaux sociaux, création de contenu, conseils de visibilité, des services adaptés aux petits commerces, artisans, agriculteurs, ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de payer une agence classique. Son premier client fut une fromagerie artisanale, puis un atelier de poterie en Alsace. Le bouche à oreille fit le reste. Camille ne vendait pas un produit, elle offrait une écoute. En quelques mois, Lueur comptait 8 clients réguliers. Camille embaucha 2 étudiants en communication. Elle les forma, les paya correctement, avec les revenus qu'elle n'aurait jamais cru générer. Le loyer, les factures, les frais de scolarité, elle ne survivait plus. Elle vivait, grâce à ses idées, à sa rigueur, à ce qu'elle avait construit, seule, ligne après ligne. Et un matin, en franchissant les portes de Grandvoie, elle comprit qu'elle n'était plus seulement l'élève méritante qu'on félicite à contre-cœur. Elle était devenue une entrepreneuse, libre, légitime. Un lundi soir, alors que Camille venait tout juste de refermer son ordinateur après 8 heures de travail et 3 de cours, un léger coup retentit à la porte. Discret, hésitant. Elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit, Léa était là. Les yeux rougis, le souffle court, un tas de feuilles froissées contre elle. « Tu pourrais m'aider ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Camille ne dit rien.
Pas de reproche. Elle fit simplement un pas de côté et ouvrit la porte un peu plus grand. Léa s'assit en silence, sortit sa dissertation de sciences politiques. Chaque page était couverte de corrections au stylo rouge. En haut, une phrase tranchante. Analyse faible, structure confuse, manque de profondeur. Si je ne la réécris pas en 3 semaines, je ne validerai pas mon diplôme. Pas une once de triomphe dans les yeux de Camille. Juste un calme étrange, comme si elle avait attendu ce moment. Non pour se venger, mais pour poser les armes. « Très bien, » dit-elle, en rouvrant son ordinateur. « Par quoi on commence ?» Les jours suivants furent une série de nuits studieuses. Camille expliquait. La thèse, les arguments, les sources crédibles. Comment écrire avec sincérité? Comment ne pas tricher avec les mots? Et, doucement, entre les paragraphes et les tasses de thé, quelque chose se reconstruisit. Pas seulement une dissertation, une relation, une sœur aînée, une petite sœur, un fil renoué. Un soir, alors qu'elle faisait une pause, Léa demanda, presque à voix basse. « Comment tu as fait pour tenir? Tout ça, toute seule ?» Camille sourit doucement. « Je n'ai pas tenu, j'ai survécu, en me battant. » Ce soir-là, pour la première fois, Léa regarda Camille. Vraiment. Non plus comme une sœur oubliée dans l'ombre, mais comme une femme debout, une femme qui avait bâti son propre monde à partir de ce que les autres avaient rejeté. Le jour de la remise des diplômes arriva avec une brise fraîche de printemps. La cour de l'école Grandvoie s'était parée de guirlandes, de fleurs blanches, de rubans discrets. Les étudiants en toge noire riaient, s'embrassaient, pleuraient parfois. Camille, elle, était assise au premier rang. Calme, aucune recherche de regard, aucun téléphone dans les mains. Juste un petit papier plié, le brouillon d'un discours rédigé à 3 heures du matin entre 2 insomnies. Puis vint son nom. Major de promotion 2025, Camille Duret. Une seconde de silence, puis des applaudissements. Vrai, profond. Camille monta sur scène. Chaque pas résonnait, affirmé. Personne ne savait que ses chaussures étaient d'occasion, nettoyées par Zoé à l'aide d'un chiffon humide. Ni que la toge était empruntée, mais ses yeux brillaient d'une lumière qu'aucun tissu ne peut offrir. Elle ne chercha pas ses parents dans la foule, bien qu'ils fussent là au fond, regard fuyant. Son regard se posa ailleurs, sur Margot, assise fièrement, les yeux brillants, les mains crispées sur son sac comme pour retenir le moment. Camille parla, pas de slogan, pas de formule toute faite. Elle parla de la solitude, du rejet, des nuits sans fin, de ce qu'on construit quand on n'a rien à quoi s'accrocher sauf sa propre conviction. Et elle termina ainsi. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de croire en sa propre valeur, même quand personne d'autre n'y croit. À sa descente de scène, un homme l'attendait, le directeur général de Beaulieu Stratégie. « On a besoin de profils comme le vôtre, dit-il. » Il lui tendit la main. Camille la saisit, ferme, comme si elle venait de refermer un chapitre et d'ouvrir le sien. Après son discours, Camille fut appelée une seconde fois sur scène, cette fois-ci, non plus comme étudiante, mais comme lauréate du Prix national de l'initiative entrepreneuriale. Derrière elle, un écran s'illumina. Une courte vidéo projetait des images de l'agence Lueur, des témoignages d'artisans reconnaissants, de jeunes étudiants employés et formés par elle. Les enseignants, les membres du jury et plusieurs entrepreneurs prirent la parole à tour de rôle. Tous évoquaient Camille Duret comme un exemple rare, une femme qui n'a pas attendu qu'on lui tende la main, mais qui a construit son propre chemin, brique par brique. Au fond de la salle, ses parents restaient figés. Sa mère, celle qui avait jadis dit que Léa méritait plus, détournait les yeux. Son père, si prompt autrefois à ignorer sa présence, fixait maintenant le sol, incapable de soutenir un seul regard. Margot, assise à côté de Léa, lui serra la main. Léa, les yeux humides, souffla. S'ils avaient su, s'ils avaient seulement voulu voir. Les applaudissements éclatèrent, longs,
sincère. Personne dans cette salle ne savait ce qu'avait coûté ce parcours, les nuits de faim, les heures de travail, les sacrifices silencieux. Mais tous voyaient ce qu'elle était devenue. Et dans ce silence retentissant, quelque chose se brisa. Une façade, une illusion. Les regards se tournèrent vers Camille, puis, lentement, vers ses parents. Ils ne dirent rien, mais le silence les jugea à leur place. Et Camille, elle, n'eut pas besoin de parler. Sa réussite l'avait déjà fait. La réception d'après-cérémonie se tenait dans un élégant restaurant au bord de la Seine. Lustre scintillant, champagne qui coule, félicitations en cascade. Mais pour Camille, c'était une scène théâtrale, et les regards posés sur elle, des projecteurs sur des cicatrices que peu voyaient. Ses parents arrivèrent en retard. Ils saluaient tout le monde avec ce sourire mécanique, celui qu'on affiche quand on veut faire oublier l'essentiel. Ils appelèrent Camille. « Viens, on fait une photo de famille. » Elle les observa. Aucun ressentiment, aucun attendrissement, juste une distance, glaciale, irrévocable. Elle se tourna vers Margot et Léa, les deux visages où elle lisait l'authenticité. « On y va ?» murmura-t-elle. Elles se levèrent ensemble. Elles traversèrent la salle. Le silence se fit. Tous les yeux suivaient leur départ. Une cousine chuchota. « C'est elle, la vraie fierté de cette famille. » Les parents de Camille, debout au milieu des convives, ne dirent rien. Ils ne furent pas quittés par rébellion, mais par une absence qui disait tout. Dehors, l'air printanier était frais. Camille inspira profondément. Margot lui prit la main, tendrement. « Tu es allé bien plus loin que tout ce qu'ils avaient imaginé. » Camille ne répondit pas. Elle serra simplement plus fort la main de sa grand-mère et celle de Léa. Parce qu'elle savait, désormais, que gagner, ce n'était pas être reconnu, c'était ne plus en avoir besoin. La cérémonie annuelle de l'entrepreneuriat à l'école Grandvoie se déroulait dans le grand amphithéâtre d'honneur, là où les portraits des anciens élèves brillaient sur les murs, fondateurs de start-ups, élus, visionnaires. Camille y entra, cette fois non comme l'étudiant effacé en fin de rang, mais comme l'invité d'honneur. Mais lorsqu'on l'annonça au micro, même elle retint son soufflet. Camille Duret, fondatrice d'Agence Lueur, ancienne major de promotion, incarne aujourd'hui l'esprit entrepreneurial français. Persévérance, humilité et intelligence concrète. Les applaudissements fusèrent. Mais Camille, elle, ne regardait ni les caméras, ni les chefs d'entreprise. Elle chercha les yeux qui avaient toujours cru en elle, ceux de Margot, assise fièrement au premier rang. Puis vint l'instant inattendu. Un représentant de l'école monta sur scène, un parchemin à la main. « Camille, l'école Grandvoie est fière de vous offrir une bourse intégrale pour le programme MBA 2026. » Elle resta immobile une seconde, puis prit le document. Et dans cette simple feuille, elle lut bien plus qu'un futur diplôme. Une revanche silencieuse, une promesse tenue à l'enfant qu'elle avait été, et surtout, le début d'une page qu'elle, désormais, écrirait seule, en toutes lettres capitales. Un samedi après-midi, Camille reçut un appel inattendu de sa mère. La voix n'était plus sèche, mais hésitante. « Tu pourrais venir dîner à la maison, on aimerait parler. » Elle accepta, pas par curiosité, mais parce qu'elle était prête, à écouter, à tourner la page, sans colère, sans illusion. La maison de banlieue à Lille n'avait pas changé, mais Camille, elle, n'était plus la jeune fille effacée au bout de la table. Ses parents l'attendaient, sourire forcé aux lèvres. « On sait qu'on n'a pas toujours été juste. Maintenant que tu réussis si bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, soutien financier, contact. » Camille resta calme. Elle posa sa tasse et parla, doucement, mais avec une fermeté inébranlable. « J'ai appris à vivre, à avancer, à construire, sans rien. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aide.
J'ai besoin de vérité. Elle marqua une pause. Si vous voulez vraiment réparer, commencez par reconnaître que j'ai été laissée de côté, que je n'ai pas été crue, que j'ai dû me battre, seule. Pas de cris, juste un silence, brutal, un silence nécessaire. Camille se leva. Avant de partir, elle dit simplement « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Et elle sortit, sans fracas, juste, libre, enfin. Juin baignait la Provence d'une lumière dorée. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent comme des vagues violettes parfumées. Camille conduisait une petite voiture de location depuis Marseille. À ses côtés, Margot, lunettes de soleil et sourire tendre. À l'arrière, Léa chantonnait des classiques de la chanson française. Ce voyage n'avait rien d'un simple séjour. C'était une renaissance, une manière douce de tourner la page. Sous un olivier centenaire, Camille les regardait préparer le dîner. Margot coupait les tomates, Léa faisait griller les courgettes. Leur rire s'élevait dans la lumière orangée du crépuscule. Pas de grands discours, juste des gestes simples, sincères. Ce n'étaient plus 3 générations reliées par le sang, mais 3 femmes unies par un choix, celui d'aimer, librement, sans condition. Lors du repas, Margot leva son verre. On ne peut pas réécrire le passé, mais on peut choisir comment il se termine. Camille sourit. Elle n'avait plus besoin d'être vue, ni validée. Dans ce coin tranquille du Sud, entourée de 2 présences solides et douces, elle comprenait enfin ce que signifie appartenir à une famille. Pas parfaite, mais vraie. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentit pleinement, chez elle. Après les collines paisibles de Provence, Camille retrouva Paris. Non plus comme l'étudiant qui courait après les bourses, mais comme une femme qui savait enfin ce qu'elle valait. Les bureaux de Beaulieu Stratégie, en plein cœur du quartier Saint-Honoré, respiraient l'exigence. Réunions tendues, décisions rapides, ambition affichée. Mais Camille n'était pas intimidée. Elle n'était plus une survivante. Elle était une actrice. En quelques mois, elle mena un projet de repositionnement pour une chaîne de restaurants éco-responsables et fit sensation. Les médias en parlèrent, les clients affluèrent. Mais au milieu de tout ça, elle n'oublia pas l'agence Lueur. Elle y croyait toujours. Elle l'agrandit, recruta des étudiants, étendit ses services aux zones rurales encore déconnectées. Un matin d'octobre, son assistante lui tendit une enveloppe en souriant. « Regardez la couverture du magazine Jeunes Entreprises. Vous y êtes. » Et là, en lettres capitales, Camille Duret, celle qui n'a pas attendu les miracles. Elle les a créés. Camille eut un rire doux. Pas de triomphe hautain. Juste cette conscience tranquille. Elle avait construit. De ses propres mains. Sans appui. Sans bruit. Et aujourd'hui, la lumière ne l'éblouissait pas. Elle l'habitait. Par une fin d'après-midi glaciale, Camille trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe épaisse. Une lettre, écrite à la main. L'écriture de sa mère, tremblante, mais pour la première fois, sincère. Camille, ton père et moi aimerions te voir, pas pour justifier, pour écouter. Elle y alla, sans rancune, sans attente, avec cette paix douce amère que seule l'expérience sait tisser. Ses parents l'accueillirent sans manière, pas de faux-semblants, pas de cadeaux de rattrapage, juste 2 personnes, fatiguées, fragiles, et prêtes, enfin, à regarder en face. Son père, d'une voix brisée, « Tu avais raison, on t'a mise de côté, et on t'a fait mal, trop de fois. » Sa mère ne parla pas, mais ses larmes disaient le reste. Camille ne pleura pas. Elle n'était plus cet enfant qui espérait, elle était la femme qui savait. Calmement, elle répondit « Je ne demande pas des excuses parfaites, je demande la vérité, et à partir d'aujourd'hui, je veux être traitée non pas comme celle qui a survécu, mais comme celle que je suis,
à part entière. Un silence suivit, mais ce n'était plus un vide, c'était un début. Camille repartit. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir réservait. Mais une chose était sûre, le passé, lui, venait enfin de lâcher prise. Au printemps suivant, Camille organisa une cérémonie discrète dans un amphithéâtre de l'école Grandevoie. Pas de caméra, pas de discours grandiloquent. Juste un petit panneau posé devant l'estrade. Fonds Camille Duret, pour ceux qu'on a sous-estimés. Devant elle, des dizaines d'étudiants, certains au regard inquiet, d'autres au pull usé. Tous portaient dans les yeux une question qu'elle avait, elle aussi, autrefois posée au monde. Est-ce que j'ai ma place ici? Camille prit la parole. Sa voix était claire, ferme, calme. Si certains ici ont entendu « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi », alors sachez que moi aussi, je l'ai entendu. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour prouver, c'est pour partager. Le fonds Camille Duret offrait des bourses complètes aux étudiants, en première année issus de milieux oubliés, méprisés. Mais plus encore, un mentorat, un logement, et surtout, une conviction, qu'il compte. Après la cérémonie, une jeune fille l'approcha. « Vous avez vécu la vie dont je rêve. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais vous me donnez envie d'essayer. Merci. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle sourit, doucement. Ce sourire de ceux qui sont tombés et se sont relevés sans bruit. En quittant l'amphithéâtre, elle croisa son reflet dans une vitre. Elle ne vit plus la jeune fille effacée d'autrefois. Elle vit la femme qui avait transformé ses cicatrices en tremplin, ses douleurs en engagement, et son nom en espoir pour d'autres. Une soir d'été, Camille se tenait seule sur la terrasse du dernier étage de son immeuble. Autour d'elle, Paris s'étendait, tranquille, baigné de lumière dorée. Les toits scintillaient, les passants semblaient minuscules. Tout semblait à sa place. Elle repensa à tout, aux soirs de nuit instantanés, aux doubles journées entre cours et travail, aux regards méprisants, et à son propre reflet, celui qu'elle évitait autrefois. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Elle savait. La valeur qu'elle cherchait n'avait jamais été entre les mains des autres. Elle ne se trouvait ni dans les diplômes, ni dans les trophées. Elle était dans sa capacité à tenir debout, à dire non, quand il aurait été plus facile de plier, à continuer, même quand plus personne ne regardait. Elle sourit, pas au monde, à elle-même, à l'enfant qu'elle avait été, celle qui voulait juste qu'on lui dise « Tu vaux quelque chose ». Et maintenant, Camille savait. Elle avait toujours valu quelque chose, même dans le silence, même dans l'ombre. Et peut-être que le vrai succès, c'est ça, ne plus avoir besoin de prouver, juste être.